au nucléaire iranien. Des discussions devraient avoir lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Des discussions qui interviennent en pleine crise syrienne alors que les États-Unis, vous le savez, menaçaient il y a encore peu le régime de Damas de frappe. Je vous propose ensuite d'écouter Ali Akbar Saleihi, négociateur en chef du nucléaire iranien, plutôt dans un bon état d'esprit. On l'écoute, c'était ce lundi. Je suis venu ici avec un message du président nouvellement élu, Hassan Rouhani, pour aller de l'avant, améliorer notre coopération actuelle avec l'AIEA et clore le fameux dossier nucléaire iranien. Mais Habib, vous disiez hors antenne, que vous pensez que cette élection de ce modéré n'était qu'un leurre et qu'il ne fallait pas s'attendre finalement à grand-chose de ce nouveau président? Je pense que c'est un changement de stratégie, mais ce n'est pas un changement d'objectif final. Je pense que l'objectif de l'Iran est d'être nucléaire, mais qu'elle change de méthode pour y arriver. Et le pire serait de se laisser bercer par ces sirènes. L'Iran ne doit pas être nucléaire. Personne ne veut la guerre. Ce que je veux essayer de comprendre, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, lorsqu'on envoie une arme chimique, on peut, hélas, mettre un masque à gaz, après 48 heures, on peut, le cas échéant, se préserver. L'arme nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Nous l'avons vu, on voit ce que c'est que le nucléaire à Fukushima, on a vu ce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de remède au nucléaire. Donc, sans aucun esprit belliciste, on dit, la communauté internationale dit, la France dit, les États-Unis dit, l'Europe dit, l'Europe ne doit pas être nucléaire. Donc, et personne ne souhaite la guerre. Mais jusqu'à maintenant, comme l'a parfaitement dit Madame tout à l'heure, ça n'a pas marché. Et ceci depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, je crains que l'objectif soit le même, parce qu'il a été encore dit, et pas plus tard, il y a quelques semaines cela, par le guide suprême, que l'objectif, que personne n'arrêterait le programme nucléaire iranien. Et or, il y a un moyen de vérifier. Et il y a un compte à rebours. Après, ça devient irréversible. Prenez un peu de matière fissible, vous pouvez aller dans n'importe quel endroit du monde, et on peut s'en servir. Personne ne peut prendre le risque. L'Occident, la France, l'Europe, le monde ne prendra pas ce risque. Et je crains que ce soit un leurre, et je crains que ce soit, encore une fois, une stratégie. Moi, je voudrais mettre un bémol. Même si l'Iran avait l'arme nucléaire, contrairement à ce que vous pensez, ils ne l'utiliseront pas. Ils seront au pouvoir. Ça serait peut-être la pire solution pour les Iraniens. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais contrairement à ce que vous dites, ils ne l'utiliseront pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'effectivement, ça serait à la rigueur le droit de l'Iran d'avoir l'arme nucléaire depuis l'époque du Shah. C'est que ce gouvernement a montré avant toute chose, encore une fois, qu'il ne respectait pas les droits de l'homme, qu'il ne respectait pas sa propre population. Pour moi, si, effectivement, M. Rouhani doit changer quelque chose, avant tout, c'est sur le plan intérieur. Avant tout, c'est de montrer à la population iranienne... Et est-ce qu'il a déjà fait des gestes depuis son élection? Oui, il a fait des gestes. Quels sont-ils, ces gestes? Alors, les gestes concrets, c'est apparemment, il a assoupli aussi la résidence Moussavi et Karoubi, donc, qui sont les deux opposants. Déjà ça, leurs conditions, en tout cas, en résidence surveillée, ont été assouplies. Absolument. Il a donné d'abord deux discours assez importants à mon avis, et le guide est allé dans ce sens, parce qu'il est obligé maintenant d'aller dans ce sens, parce que sans ça, ils vont dans le mur, parce que sans ça, effectivement, ça va être la guerre totale contre l'Iran et partout. La population et le monde extérieur. C'est qu'il a dit que les gardiens de la révolution ne devaient plus s'occuper ni de politique, ni de l'économie. Enfin, le discours sur l'économie avait été un peu, comme d'habitude, à double tranchant. Néanmoins, il a réellement l'intention, au moins, d'assainir un tout petit peu cet état complètement gabjique. Pendant le gouvernement Ahmadinejad, l'Iran a perdu plus d'argent, a dépensé plus d'argent que pendant les 8 ans de guerre contre l'Irak. Donc ça, c'est un signe. Deuxième signe, il a effectivement dit ceux parmi les prisonniers politiques qui avaient fait leur peine devraient être libérés tout de suite, ce qui fait une grande partie des prisonniers politiques. Il a également dit que les gardiens de la révolution et l'armée, etc., devaient protéger tous les Iraniens, y compris les minorités. Maintenant, moi, j'attends un geste pour les Bahaïs iraniens. Les minorités, c'est pas simplement les Kurdes, d'ailleurs très mal lotis. Vous voyez, tout ça, ce sont des pas en avant.
Alors aujourd'hui, pour l'anecdote aussi, il y a Twitter et Facebook qui a été, où tous les Iraniens ont eu accès aujourd'hui sans restriction à Twitter et Facebook, et on dit que le régime, alors est-ce vrai ou pas, ça a été, oui, alors ils ont refermé, ils ont tout reverrouillé, mais qu'ils auraient fait une sorte de test en l'espace d'une journée pour voir, ce que ça donnait que d'avoir Twitter et Facebook, de pouvoir surfer en toute liberté. Est-ce que c'est un test ou alors est-ce que ça a été, il y a eu un problème technique et il n'est pas question... Madame l'a parfaitement rappelé. Peu importe qui est au pouvoir en Iran aujourd'hui, la ruine de l'économie iranienne fait que le pouvoir n'a d'autre choix, si vous voulez, que de s'entendre avec les Américains, donc de régler la question nucléaire. L'Iran est un pays immensément riche, mais les Iraniens vivent dans une détresse réelle. 70% des Iraniens ont moins de 40 ans. Ils appellent de leur vœu un avenir, une vie, un travail, qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que les sanctions on produit prises leurs par effets. les Occidentaux ont produit leurs effets. On le rappelle quand même, inflation autour de 40%, bien sûr, même si ça réel. commence à être stabilisé aujourd'hui, il y a tout cela. Effectivement, ça va très mal. Mais il n'en demeure pas moins que la volonté de changement est là, partiellement pour ça, mais il y a aussi d'autres choses. Les Iraniens voient, si vous voulez, il faut placer la question iranienne dans un contexte plus large, général, régional. Les Iraniens, si vous voulez, sont pris pour cible. Les chiites sont pris pour cible, dans un contexte géostratégique général, par les islamistes intégristes que monsieur appelle, qui ne sont pas des Iraniens, qui ne sont pas des chiites, mais c'est une sorte de, si vous voulez, d'islam djihadiste fanatique. Ce sont ceux qui ont craché en Syrie, sur le 11 septembre. Ce sont les Jabhat al-Nusra en Syrie, c'est Al-Qaïda en Syrie, c'est tous les groupuscules islamistes. Mais l'Iran soutient le Hezbollah, qui vient d'être déclaré par un mouvement terroriste. L'Iran alimente le Hezbollah, qui tue des femmes, qui tue des enfants, qui ont tué des soldats français. Je vous rappelle, avec votre permission. Non, mais je vous rappelle. On part pas sur le Hezbollah. C'est pas un débat sur le Hezbollah. Je vais terminer. Voilà, très rapidement, et ensuite la parole à Meir Habib. Les Iraniens voient réellement qu'ils sont menacés dans leur univers. Demain, le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, c'est un enjeu pour eux. Ils voient effectivement en Irak, les chiites au pouvoir sont pris pour cible. 70 morts de manière quotidienne dans les attentats perpétrés en Syrie. C'est plus important que le nombre de morts en Syrie. On le dit pas. Vous parlez en Irak, justement. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle plus dans les médias alors qu'il y a des attentats quotidiens. Les Iraniens voient ce changement-là et constatent qu'il faut s'entendre avec les Américains. La détresse économique et le sentiment de menace réelle qui pèse pour eux. Donc M. Rouhani n'a pas le choix. Et d'ailleurs, quiconque d'autre que lui occuperait ce poste n'a pas le choix. Les Iraniens sont acculés, condamnés. Ils n'ont pas le choix de s'entendre avec les Américains et ils savent que ça passe par la question du règlement du nucléaire via Jérusalem. Ils le savent. Meir Habib, vous voulez réagir? Je dis simplement que l'Iran, aujourd'hui, est responsable totalement de l'armement du Hezbollah. Le Hezbollah vient d'être déclaré et vient d'être rentré, et c'est un honneur pour la France d'avoir mis le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Le Hezbollah est responsable directement de la mort de soldats français, de centaines de soldats français au Drakkar. Le Hezbollah est responsable directement de l'envoi de missiles sur l'État d'Israël, sur des femmes, des enfants qui sont des crimes de guerre. Et tout ça financé par un axe du mal, représenté par les fondamentalismes, même si on veut édulcorer aujourd'hui iranien, le régime des mollahs, le président syrien Assad et le Hezbollah. Alors il est certain qu'il existe une guerre terrible. Et Moscou dans cet axe? Alors Moscou, paradoxalement, j'ai la conviction que Moscou ne souhaite pas que l'Iran soit nucléaire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pourtant, Moscou a dit qu'il allait aider à la construction d'un deuxième réacteur à la centrale de Boucher. Civil, mais ça ne plaît pas aux Américains quand même. Alors, il est évident, parce que l'Iran a de très grands scientifiques, et je n'ai pas l'ombre d'un doute qu'on peut facilement, avec tous les scientifiques, moi j'ai une formation d'ingénieur, de passer du civil au nucléaire, c'est pas impossible. La seule question est de dire tout simplement, l'Iran ne doit jamais être nucléaire, parce que ça n'a échappé à personne, cette guerre sunnite-chiite qui est terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plus grands opposants au fait que l'Iran soit nucléaire, soit l'Arabie Saoudite, le Qatar et les régimes sunnites. Mais ça ne pourra... Qui ne sont pas des régimes démocratiques non plus. Hein. C'est ça. Évidemment. Parce que quand même se dire la vérité. Je veux dire à mon cher voisin que et ensuite je voudrais qu'on trouve Kenneth Timmerman. Je ne veux pas rentrer dans le détail de Hezbollah et d'Israël. J'ai énormément d'amis en Israël que j'aime énormément, surtout la gauche israélienne qui est pour la paix. Mais pardonnez-moi, M. Netanyahou n'est pas non plus un saint homme en ce qui concerne l'extrémisme parfois. Mais je ne rentre pas dans ce détail, ce n'est pas mon propos. Mon propos
est le fait que, effectivement, monsieur a raison, que le Hezbollah, pas l'Iran, le gouvernement iranien et les mollahs manipulent le Hezbollah. Ils ont joué sur le pouvoir régional et ils ont très bien joué pour eux-mêmes. Mais que la population iranienne, quand les slogans sont Narazé, na Joanam Fadoy Iran, vous pouvez nous traduire, ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni le Hezbollah libanais, ma vie pour l'Iran, c'est que les Iraniens ont leur mot à dire. Là, je rejoins mon compatriote. Et que cette fois-ci, c'est M. Rouhani doit d'abord répondre à la population iranienne. Les Iraniens... Cette population iranienne oui, mais justement, sur cette population iranienne... Juste pour dire à mon voisin qu'il faut tenir compte de cette population. Ne dites pas tout le temps l'Iran, parce que l'Iran... Vous avez raison. Pardonnez-moi. Le régime des mollahs, vous avez raison, je corrige. Oui, mais alors moi, je voudrais poser la question à Ardavan Amir Aslani. C'est moi, c'est 5 millions d'Iraniens. Est-ce que cette jeunesse qui, les mains vides, est sortie dans les rues? Mais je voudrais quand même poser une question, Fariba Ashtroudi, à Ardavan Amir Aslani. Est-ce que vous dites que les Iraniens ne soutiennent pas le Hezbollah? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il peut aussi y avoir un sentiment un peu nationaliste, peut-être. Je ne sais pas, je pose la question, en tout cas, en incontestablement, le Hezbollah est une création iranienne. Incontestablement, le pouvoir en Iran soutient le Hezbollah coûte que coûte. C'est pas une création iranienne, c'est une création des mollahs. Encore vous aussi, vous faites la même chose. Que le peuple iranien, dans sa totalité, se lève tous les jours en disant Hezbollah, Hezbollah, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les Iraniens sont un peuple éduqué. Pour vous poser différemment la question, est-ce que les Iraniens considèrent le Hezbollah comme un mouvement de résistance à Israël? Est-ce que les Iraniens... Je vais vous le dire, oubliez les Iraniens. Je pense pouvoir dire que le 1,8 milliard de musulmans considèrent que le Hezbollah résiste à Israël. Et donc, je vous parle donc des Iraniens, oui. Donc sûrement, mais c'est pas leur préoccupation. C'est pas leur préoccupation. Une partie des Iraniens, effectivement. C'est pas leur préoccupation. Mais quand vous dites les Iraniens, ceux qui ont compris que cette politique d'exporter la révolution aux 4 coins du monde, ce n'est pas, ils n'en veulent plus. Parce qu'ils sont en train de crever sur pied là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et autre chose, je voulais juste dire aussi à notre ami américain, c'est que les va-t-en-guerre, n'oublions pas ce que Bush a fait dans la région. Monsieur Bush, fils, avec la guerre d'Irak, avec l'horreur et les mensonges, quand vous parlez de mensonges, il faut parler des mensonges en général. Moi, mes mollahs, entre guillemets, mes mollahs mentent beaucoup, mais pardonnez-moi, M. Bush a menti également. En allant, j'avais aucune sympathie pour Saddam Hussein, mais qui vraiment est responsable de cette situation terrible au Moyen-Orient? Posons un peu aussi ces questions-là. Kenneth Timmerman, peut-être que vous voulez répondre. Moi, je vais vous poser une question quand même sur les Russes, parce que les Russes, là encore, j'ai envie de vous dire, peut-être bien plus que les Américains, comme dans le dossier syrien, sont peut-être aujourd'hui au centre du jeu diplomatique. Ces Russes, quand même, qui sont alliés aux Iraniens et au régime syrien. Est-ce que les États-Unis ne sont pas, une fois encore, pardonnez-moi l'expression, un peu out? C'est que Vladimir Poutine a maté Obama, c'est très simple. Vous n'aimez pas Barack Obama, ça on l'a compris. Ils sont en train de jouer aux échecs speed chess, quand on frappe le chronomètre, etc., à une vitesse incroyable. Je voudrais revenir juste un instant sur le Hezbollah, parce que c'est important. Moi, j'étais sur place à Beyrouth en 1983, au moment de la frappe par Hezbollah contre l'ambassade américaine au mois d'avril, et par la suite, j'étais là à la suite de la frappe contre le Drakkar et contre les Marines américains. Et on a pu, au fil des années, ça a pris longtemps, mais au fil des années, on a pu retracer la responsabilité directement à l'État iranien. Il y avait une communication interceptée par le NSA américain qui a prouvé que l'ordre venait directement de l'ambassade iranienne à Damas vers ce qui devenait le Hezbollah. L'attaque était faite par Imad Boughnier. Imad Boughnier, c'est un Libanais, mais c'est quelqu'un qui travaillait pour l'Iran pendant très longtemps pour tous les attentats terroristes. C'est lui qui a fait l'attentat à Buenos Aires, qui a tué 86 juifs, membres de la communauté juive à Buenos Aires. Et c'est lui aussi qui a été mis en cause par un juge à New York en décembre 2011 pour la responsabilité, c'est-à-dire de partager la responsabilité avec Al-Qaïda pour les attaques du 11 septembre 2001.
pu prouver dans un tribunal américain, devant la justice, la culpabilité de l'État iranien à travers Imad Boughnier. Donc, sur le dossier terroriste, les Iraniens ne lèsent pas. Il ne faut pas les sous-estimer. J'étais aussi à Haïfa en 2006. On a parlé de cette attaque-là. Alors, je ne vois pas en quoi le Hezbollah, c'est un mouvement de résistance lorsqu'on cible les hôpitaux. Moi, j'étais à côté des hôpitaux qui ont été frappés par des roquettes Hezbollah. Ce n'est pas une résistance. Mais vous dites que le Hezbollah frappe des femmes et des enfants. L'armée israélienne, dans certaines opérations, disons... Jamais. Il y a des dommages collatéraux, il n'y a aucune guerre propre. Voilà, il y a aucune guerre propre. Des dommages collatéraux aussi où des femmes et des enfants sont tués. Ce que je peux vous dire, il n'y a aucune guerre propre. C'est jamais volontaire. Il n'y a aucune guerre propre. Et je crois que l'armée d'Israël est une des armées les plus morales au monde. Mais pour revenir à la question qui... Il y a des soldats israéliens qui ont même signé des pétitions en disant que cette armée manquait parfois de moralité. Il y a eu des mouvements... Il y a eu le rapport Goldstone. Même les anciens, j'aime les mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais j'aimerais c'est un autre débat. C'est un autre débat. On arrive bientôt. Je serais très heureux de venir sur un débat pour parler... Et je vous inviterai. Ce sera avec un immense plaisir. Mais je veux dire simplement dire que sans aller jusqu'à 1983, qu'on a rappelé, parce que moi, en tant que député français, c'est des centaines de soldats français qui ont été tués par le Hezbollah. Mais tout récemment, en Europe, à Burgas, en Bulgarie, le Hezbollah a donné un ordre, ça a été avéré. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, le Hezbollah est rentré sur la liste des organisations terroristes, a donné l'ordre de commettre un attentat terroriste. La branche militaire. Non. La branche militaire, pas la branche politique, parce qu'on continue quand même à discuter avec le Hezbollah. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. J'aimerais juste ajouter une phrase, il y a malgré tout quand même une différence. On part à juste titre du Hezbollah en citant des attentats, etc., qui ont leur pertinence. Très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle... Mais j'aimerais rappeler à notre ami de Washington... Kenneth Zimmerman, c'est pour vous. Lui rappeler en fait qu'il convient peut-être de regarder l'actualité. Je crois que cette semaine, les islamistes djihadistes ont explosé le consulat américain en Afghanistan. Je crois qu'il y a quelques mois, ils ont abattu, les islamistes sunnites, abattu leur ambassadeur à Benghazi. Je crois que tous les jours, des Américains sont pris pour cible, et ce depuis 25 ans, par l'islam véritable avec lequel le monde occidental est en conflit. L'islam sunnite djihadiste. L'islam chiite a la chance d'avoir une hiérarchie cléricale, au moins on a quelqu'un avec qui discuter. Eux, il n'y a rien. Mais il faudrait qu'ils mettent à jour la liste des attentats qu'ils citent régulièrement. Oui, Kenneth Zimmerman. Moi, j'ai une toute dernière question. Oui, allez-y, répondez très rapidement. Non, mais l'attentat du 11 septembre 2001. Là, l'Iran chiite, comme vous dites. Ah oui, c'était 15. C'est pour ça qu'il y avait 15 Saoudiens, 2 Émiratis, 2 Qataris, un Libanais sunnite. L'Iran est impliqué dans le 11 septembre. On a eu des experts en islam qui nous disaient que c'était absolument impossible des chiites manger des sunnites pour le petit déjeuner. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'il s'agit de tuer des Américains et tuer des Juifs, ils s'entendent très très bien. On a vu ça le 11 septembre. Kenneth Zimmerman, une toute dernière question, apparemment à propos de cette bombe. J'ai lu un papier dans le Monde, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Cette bombe anti-bunker, une bombe, c'est ça, de 15 tonnes, qui aurait été mise au point par les Américains il y a longtemps. Voilà, on la voit, cette bombe, et qui permettrait, c'est ça, de détruire les installations nucléaires iraniennes. Vous nous confirmez ? C'est une bombe conventionnelle dont vous parlez, n'est-ce pas? Le bunker buster, c'est ce que nous appelons, qui peut détruire, pénétrer dans la terre et pénétrer en fait quelque chose comme 60 mètres de béton armé. C'est un outil assez puissant, mais je ne voudrais pas miser sur la guerre. Moi, je n'ai jamais préconisé la guerre contre l'Iran. Ma fondation, la Fondation pour la démocratie en Iran, nous avons milité pendant des années à ce que les États-Unis aident le peuple iranien à résister contre ce régime terroriste. Et je pense que c'est la meilleure façon d'arriver vers un changement que des frappes militaires. Écoutez, je voulais juste dire quelque chose. Un dernier mot. Monsieur, vous vous trompez parce que l'imam Khomeini, entre guillemets, a dit un jour, si je dois parler avec le grand Satan, je le ferai, mais jamais avec ce crétin de Fahd. Donc, vous vous trompez. C'est avec pas ce si simple que ça, le roi de l'Arabie Saoudite. Je veux dire, le leadership, ce crétin de roi Fahd. Exactement. Pardonnez-moi, Fahd. C'est pour vous dire que le leadership de l'islam, ça date de très très longtemps. Les États-Unis n'existaient
même pas. Donc effectivement, il faudrait qu'il soit... C'est un argument qui est fait pour le public. C'est pour ça qu'il faut inviter... C'est un argument qui est fait pour le public, mais en fait, il y a de nombreuses preuves. Ça prenait un peu longtemps pour les étaler, mais cela a été mis devant un tribunal américain et a été accepté en étant véridique. Un mot, mais il y a un Pascal Karim qui nous attend. Et c'est pour ça que si j'ai l'intime conviction que si tout le monde, les Chinois, les Russes, l'Europe, la France, les États-Unis, décident réellement d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, on peut y arriver. C'est la meilleure solution et ça évitera toute guerre. Ça serait la meilleure solution aussi sur la Syrie, si tout le monde était d'accord. Malheureusement, aujourd'hui, la question, c'est de faire la paix, de serrer les mains. Donc personne ne parle de bombarder l'Iran ou d'attaquer l'Iran. L'enjeu aujourd'hui, c'est la paix. Peut-être pas simplement dans un couloir. Peut-être pas simplement dans un couloir. L'enjeu, c'est les discussions pour la paix. Il n'y a que sur ce plateau-là qu'on pense qu'il y aura le bombardement. On verra à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous rappelle par la poésie, peut-être. Exactement, par je voulais encore représenter votre livre parce que j'ai lu quelques poèmes avant l'émission et franchement j'ai trouvé ça très beau. Merci. Abby, c'est aux éditions Chèvrefeuille étoilé, même le nom de la maison d'édition est très poétique. J'aimerais aussi dire un mot de Anne Cottrell qui a fait les magnifiques encres de ce superbe dessin. Merci, vous restez avec nous, merci beaucoup Kenneth. Timmerman d'avoir été avec nous en direct de Washington. Karim, bonsoir. On va parler encore de l'Iran. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux parce que du côté des internautes iraniens, il y a eu une lueur d'espoir. C'est le site BuzzFeed qui nous raconte que pendant plusieurs heures, ils ont eu accès à Twitter, à Facebook, sans être obligés d'utiliser des moyens techniques compliqués pour passer par-dessus le rideau numérique mis en place par le régime iranien. Alors, certains ont tweeté pendant ce laps de temps. Lui, c'est le correspondant du New York Times dans la région. Il dit « Bonjour au monde, je suis en train de tweeter sans restriction depuis l'Iran. » Et puis, comment ils arrivent à mettre ces restrictions sur Twitter et sur Facebook? En fait, c'est comme un firewall que vous avez sur votre ordinateur qui empêche par exemple les virus d'entrer ou des attaques d'entrée, sauf que c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir numériquement de l'espace qui a été déterminé par le régime iranien. Alors, certains, comme ce journaliste Ali Hachem, se félicitent. Je suis heureux de pouvoir tweeter sur cette question, sur le fait qu'on peut accéder à Twitter et à Facebook sans restriction. Et puis, cet Iranien, mon premier tweet légal, entre guillemets, depuis Téhéran. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est ce qu'explique le site d'Europe 1, la radio française. En réalité, d'après le régime, c'est un bug qui a donné accès à Facebook et à Twitter pendant quelques heures aux internautes iraniens. Alors, évidemment, ça suscite un certain nombre de réactions ironiques. Iran, le seul pays qui s'excuse quand les réseaux sociaux fonctionnent. C'est un tweet de Geoffroy Clavel. Et puis, ça suscite aussi un certain nombre de questions. Cette jeune fille qui se demande finalement si ce n'est pas l'illustration d'une bagarre entre les modérés et les conservateurs. Mais en réalité, ça peut être plus inquiétant que ça finalement. Cet article sur notre site est signé Sébastien Sept et qui explique que finalement ces 12 heures ont peut-être servi au régime iranien à resserrer la vis, à mettre en quelque sorte un update en place pour réactualiser le système qui empêche les Iraniens d'accéder à un certain nombre de sites internet. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Iran, ce dossier donc aussi du nucléaire dont on a parlé ce soir. On va parler de l'autre grosse actualité, c'est cette fusillade qui a donc eu hier à Washington, qui a fait 12 morts. Alors on va en parler avec un angle un petit peu différent, l'angle du traitement médiatique des chaînes américaines, notamment CBS, se sont précipités sur une information qui s'est avérée être fausse. Ils ont évoqué le nom d'un suspect qui n'avait strictement rien à voir avec l'affaire. Alors évidemment, ce n'est pas la première fois que ça se produit, c'est ce que souligne le site Slate. On se rappelle de ces attentats du côté de Boston. Il y avait énormément d'informations qui avaient circulé sur les réseaux sociaux, notamment relayées par un site communautaire qui s'appelle Reddit. Et au bout de la chaîne, en quelque sorte, des médias, le New York Post notamment, avait publié la photo de 2 hommes en les présentant comme les suspects principaux, alors que cette fois-ci encore, ils n'avaient rien à voir avec les attentats de Boston. Le jeune homme qu'on voit en survêtement avait dû s'expliquer, avait dû expliquer qu'il n'était pour rien dans cette affaire. Encore une fois, la précipitation a joué des tours à certains médias, mais ce n'est pas seulement du côté des États-Unis que ça se passe. On se souvient
bien que lorsqu'il y avait eu un accident de train, il n'y a pas si longtemps en France, des médias, alors ici c'est Orléans Actu, mais une chaîne d'information continue avait publié cette image qui était en réalité l'image d'un déraillement, mais en Russie. Ça n'avait encore une fois rien à voir avec l'événement. Alors évidemment, encore une fois, on montre du doigt les réseaux sociaux, mais je vous invite à lire cet article sur le site de Slate qui nous explique que les vrais médias, le vrai problème, ce sont les médias et non pas Twitter, parce que Twitter ne fait que relayer des informations. Le problème, c'est celui de la vérification de ces informations. Et pour preuve, Slate renvoie vers un article qui date d'un petit moment déjà. Il concerne le 11 septembre ou encore la tuerie de Columbine. Et à l'époque aussi, alors que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, eh bien, tout un tas de fausses informations avaient été diffusées par les médias. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et à Kenneth Timmerman qui était avec nous en direct de Washington. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec Karim demain soir, 19h10. Tout de suite, le journal. Très belle soirée. À demain.